Antoine Robitaille. Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique. Là-haut sur la colline. On va maintenant parler de la série La Candidate qui est diffusée à Radio-Canada. C'est sur Tout.tv Extra depuis un bout de temps. J'ai beaucoup aimé cette série parce que c'est rare vraiment que la fiction nous amène dans les coulisses de la politique québécoise. Et en plus, le personnage central, Alix, est extrêmement attachant. C'est une sorte de Ruth Hélène Brosseau dont vous vous souvenez peut-être, là, candidate poteau néo-démocrate en 2011. Elle a été emportée avec la vague orange, elle a été élue, elle était à Las Vegas au moment où elle a été élue. Donc, pour en parler, Catherine Chabot et Paul Robitaille sont avec moi. Bonjour. Bonjour Antoine. Catherine joue le personnage d'Alix dans la série. Et Paul, évidemment, est ex-député libéral de Bourassa-Sauvé, entre autres. Entre autres, elle a fait beaucoup de choses dans sa vie, dont reporter et journaliste émérite. Donc, bonjour à vous deux. Il faut tout de suite souligner quelque chose. On est tous cousins. On est tous cousins! On est tous des petits cousins! C'est fabuleux! Donc, vous êtes cousine par les Chabot et nous, Paul, on est cousine, moi aussi, par les Chabot d'une certaine façon. On n'expliquera pas tout parce que c'est un peu compliqué. Mais faut dire, on est petits cousins. On se retrouve en famille aujourd'hui. Oui, c'est exactement. très agréable. Exactement. Catherine, j'appelle ça mon trio joyeusement consanguin. J'ai dû voir Catherine quand elle avait 6 mois, puis on s'est retrouvés... C'était quoi, il y a un mois, Catherine? Une émission Radio-Canada? J'en revenais pas. Oui, à De l'huile sur le feu. On s'est retrouvés là un dimanche après-midi, puis on a reconnecté tous les liens qui nous unissaient. Et c'est vraiment formidable. Puis on a essayé de se voir pendant les fêtes, mais ça a pas fonctionné le moyen. Mais Antoine, prépare-toi. Une réunion de Chabot. Oui, on prépare un gros party, Antoine. Oui. On va t'inviter, Antoine. Super. Oui. Mais parlons de la candidate. Je vais commencer par Catherine. J'ai évoqué le personnage de Ruth Hélène Brosseau. Cette histoire vraie a vraiment inspiré la scénariste Isabelle Langlois. Et toi, Catherine, est-ce que l'histoire de Ruth Hélène t'a inspiré pour construire le personnage? Ben, c'est sûr que Ruth Hélène, ce que j'ai gardé de cette histoire et qui est formidable, c'est qu'elle est devenue une candidate vedette. Elle a marié un gars de la place. Elle qui était anglophone s'est mise à parler français. Les gens là-bas l'ont adoptée tout de suite. Fait qu'il y a quelque chose de je trouve là dans Alix Mongeau qui débarque, qui au début, bon, les citoyens du Frein sont réfractaires à sa présence, mais a réussi à les séduire, puis fait qu'il y a quelque chose de ça que j'ai gardé, mais sinon c'est vraiment cette histoire-là a servi de bougie d'allumage à l'écriture pour Isabelle Langlois. Elle n'a pas été en contact avec elle, moi non plus. C'est vraiment de la fiction. C'est vraiment ce fait plus ou moins divers qui a inspiré Isabelle parce que ça a frappé l'imaginaire. Là. C'est très rare que ça arrive, qu'il y a des poissons qui hors de l'eau qui se retrouvent en politique puis qui ont absolument pas ce background-là. C'est plutôt rare, tu sais, habituellement, mais on va à Brébeuf puis on fait son droit puis bon. Mais Paul, Paul est allé à McGill, entre autres, elle a fait son droit, mais ça a pris du temps avant, Paul, que tu fasses de la politique et te connaissant bien, j'ai eu l'impression parfois que tu étais un poisson en dehors du bocal. Est-ce que tu t'es, en politique, est-ce que tu t'es un peu reconnu dans Alix? Oui, ben c'est sûr que j'avais pas tout à fait le même profil qu'Alix. Non. Hein, j'avais pas une expertise en pose d'ongles. Mais et puis j'étais pas poteau parce que Bourassa-Sauvé c'est libéral depuis en tout cas Mathusalem. Peut-être 1986, en tout cas, ça fait très longtemps que c'est libéral. Mais je me sentais, puis tu le sais Antoine, je me suis sentie souvent comme un poisson hors de l'eau. Puis je pense que j'ai été vue aussi comme Alix, comme un poisson hors de l'eau, comme elle fait quoi elle là, je me sentais vraiment l'intrus. Puis vraiment si j'avais à écrire quelque chose un jour, j'appellerais ça l'intrus parce que oui, j'avais fait du journalisme, mais jamais sur la colline. Puis je connaissais pas ça. Et puis alors je regardais l'émission, puis il y a plein d'affaires là qui me rejoignaient là-dedans. Là, il y en a plein.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi de l'émission, c'est que c'est rare qu'on présente les politiciens avec leurs difficultés actuelles. Catherine, ton personnage est attaqué sur les médias sociaux. Euh, je veux dire, il y a des choses qui sont criminelles. Ça, comment t'as perçu ça et comment t'as joué ça? Ben, en fait, c'est très facile comme citoyen de critiquer les politiciens puis de tout mettre sur leur faute. Alors qu'on sait qu'ils sont là depuis, tu sais, qu'ils sont là pour 4 ans puis qu'ils sont obligés d'absorber les décisions qui ont été prises par des administrations avant eux. Donc, ils sont pognés des fois avec des décisions avec lesquelles ils sont plus ou moins d'accord. Puis, donc, c'est très facile, tu sais, d'être chez soi puis dire comment ça que les choses changent pas. Puis, surtout par rapport aux femmes, tu sais, Ouais. ce qu'on fait avec la falaise de verre, j'ai lu ça récemment, cette expression-là, la falaise de verre. Ah On met oui? des femmes au pouvoir quand soit un parti va mal, on la met, comme un peu ce qui s'est passé au Parti libéral, on la met à la tête du parti, puis bon, le parti va pas super bien, et puis ben elle prend elle donne sa démission parce que c'est beaucoup trop difficile de surmonter la pente, puis après ça on l'accuse d'avoir démissionné parce que c'était une femme puis qu'elle avait de la difficulté parce qu'elle a géré ses émotions. Fait que le fait d'être une Oui, il y a un femme en côté politique féministe à la série, hein? complètement, Ouais. complètement. Puis il y a quelque chose de très de très difficile pour les femmes, entre autres, en politique. Puis c'est tout ce hate mail, comme on dit bien en français, que les gens, les politiciens, les femmes surtout reçoivent des menaces d'agression Ouais. sexuelle, des menaces au quotidien. Je me suis rendu compte que les politiciens sont des punching bags. Mm. Puis ça m'a donné beaucoup d'empathie pour ceux qui exercent ce métier-là, puis qui essaient de défendre des valeurs, puis qui essaient de défendre des projets au fond, puis qui se battent pour une vision du monde, puis pour un Québec meilleur. Tu sais, fait que c'est ça m'a j'ai été très empathique et sensible finalement. Donc, tu vois la politique un peu différemment depuis que Ah tu as oui, joué oui, ce rôle. complètement. Je suis beaucoup moins cynique par rapport à Mhm. la politique Ah, aussi. Ouais. c'est vrai que ça fait ça un peu, la série. Paul, toi, la violence des médias sociaux, notamment, tu l'as vécu. Oui, je l'ai vécu durant ma première année et demie, et puis je m'attendais pas, je le savais que fort probablement ça m'arriverait, mais je savais pas que ça allait faire mal comme ça. Et à un moment donné, j'en ai eu des menaces de mort, et il y a la Ah oui. SQ qui a débarqué dans mon bureau, et mon personnel aussi a été, on a expliqué au personnel qu'est-ce qu'il fallait faire en cas d'urgence et tout ça. Puis ça m'a vraiment fait prendre conscience de plein de choses. Et puis ça m'est arrivé durant la première année et demie, j'étais complètement démunie devant ça. Et ce que j'ai trouvé dur, c'est que je me suis retrouvée vraiment seule. Puis un peu comme le personnage, j'osais pas en parler. J'osais pas en parler, je gardais ça en dedans de moi. Il y a des gens en partie qui le savaient, mais je pense qu'ils savaient pas comment m'accompagner là-dedans. Et on était 4 filles de 4 partis différents à un moment donné qui ont dénoncé cette violence-là à l'endroit des femmes. Et on avait toutes pris la parole. Christine Labrie avait fait avec Oui, une de prestation Québec qui avait solidaire, été oui. reprise un peu partout. Moi aussi, j'en avais fait une. Et mon parti là-dedans était pas là pour moi. Et c'est bizarre, à un moment donné, je croise Manon Massé dans un corridor, puis elle me dit Paul, es-tu correct? Et là, j'ai eu l'émotion qui est remontée. Puis là, je me suis dit, ben non, je peux pas me mettre à pleurer, là, mais c'est comme la première personne qui me disait, es-tu correct? Mm. Et ça, c'est vraiment venu me chercher parce que, comme tu dis, Catherine, on est des humains, puis devant ça, c'est tellement une vague qui est forte, on s'y attend pas, qu'on n'est pas habitué. Moi, j'étais fonctionnaire pendant 14 ans avant d'être députée. C'était vraiment tranquille. Et là, bang, on me rentre dedans, puis ouf. Alors là maintenant, on est plus conscient. Les politiciens sont, mais en fait, il y a des ressources autour. Mais moi, il y a 5 ans, en tout cas, moi, j'ai pas été accompagnée.
On a dit que c'était une série féministe, mais il y a toutes sortes de femmes dans la série. Il y a celle qui conseille Alix, c'est Salima, si je ne m'abuse. Et ça, c'est une femme d'un autre type, très différente d'Alix. Parle-nous un peu de ce personnage fascinant. Oui, Salima Rani qui, elle, vise le rôle de premier ministre, ni plus ni moins. C'est ce qu'elle veut faire dans la vie. Elle veut, elle a vraiment un objectif. Elle, c'est sa carrière avant tout. Mais elle fait ce qu'on appelle du tough love. Donc elle est très, donc elle est whip, donc elle est très fouettarde, comme on pourrait dire. Donc elle se gêne pas pour corriger Alix dans toutes ses bévues. Parce qu'elle est son mentor, hein? Elle est son mentor, puis c'est comme si on mettait Alix dans ses jambes, puis ça, au début, c'est comme un vilain moustique qui tourne autour de la tête, puis ben tranquillement, pas vite, elle va s'ouvrir avec la présence d'Alix aussi, elle va briser un petit peu sa coquille, puis son espèce de, le vernis va craquer un petit peu, elle va se laisser être un peu plus elle-même avec Alix, fait que les deux vont se nourrir, puis oui, effectivement, les femmes, on n'est pas nécessairement toujours dans le care, puis dans il y a différents types de femmes, il y a types d'hommes aussi. Types d'hommes aussi, tu sais. Ouais. Fait que c'est vrai que ça doit pas être très facile de rencontrer une Salima Rani sur son chemin, mais je pense que Alix, elle vient d'un milieu qui est assez qui joue rough. Fait que cette espèce d'amour de dur, cette tendresse dans une main de fer, ben est habituée à ça aussi, à se faire parler raide. Fait que ça la pousse à quelque part aussi. Elle a du caractère, Alix, et du bon sens. Elle a ce que George Orwell appelait la common decency. Là. Elle est donc, elle vient du peuple et elle a souvent des réactions plus intelligentes que bien des réactions de grands intellectuels. Ça, c'est intéressant comme personnage aussi. C'est important en politique des gens qui ont une expérience terrain, Paul. Oui, ben, puis qui n'ont pas la langue de bois et qui disent ce qu'ils ressentent et puis que ça sort comme il faut. C'est le ton, à un moment donné, on apprend, mais ce qui me frustrait, moi, quand j'étais politicienne, mais je le comprends parce que vous, les journalistes, à un moment donné, ça peut être dangereux quand on est trop transparent. Ben, en tout cas, faut l'assumer. Alors, il y a un ajustement qui doit se faire. Mais oui, il y a un moment d'ailleurs où Alix se confie à un journaliste sans savoir que c'en est un. Excuse-moi, Paul. WIP, ou en tout cas, les gens en communication te disent non, il faut que tu dises telle affaire, parce que si tu dis pas ça, ça peut chirer. Alors, mais moi, en tout cas, la politique, ça a été très dur au début. Mais ça m'a poussé à aller au-delà de moi-même puis à me faire confiance. Parce que si t'as pas confiance en politique, t'es dévoré, t'es complètement piétiné. Alors, c'est comme, soit tu te noies, soit tu meurs ou tu survis, là. Alors ça pousse, ça te pousse au-delà de toi-même, et dans ce sens-là, c'est très positif. Des personnages de l'ombre, Paul, durs, un peu comme Salima, t'en as connu. En fait, sais-tu quoi? Je pense que la deuxième saison, ça devrait être les intrigues à l'intérieur du parti. Ça serait vraiment bon. Parce que là, c'est bien, ta Salima, elle est très solidaire et c'est le fun de voir ça. Et le comment il s'appelle, le gars aussi, l'autre député. Mais dans la vraie vie, t'as un parti, c'est un microcosme de la société, de plein d'affaires, là. Alors, t'as des intrigues, t'as des clans, t'as des gens qui t'envient, ou t'as des gens qui veulent te faire une jambette et tu t'y attends pas, puis t'as des gens extraordinaires, comme une fille, comme je vais la nommer, Christine Saint-Pierre, qui était toujours là. Donc, tu retrouves le meilleur puis le pire. Puis on dit qu'en fait, tes pires ennemis en politique, ils sont pas devant toi, ils sont autour de toi. Aïe, aïe, aïe. Donc, la saison 2,
J'ai plein d'idées. Paul, on va s'asseoir. On va s'asseoir, on va en parler, on va l'écrire. Est-ce qu'il est question d'une saison 2, Non, malheureusement. Catherine? Non? Non, malheureusement. Mais là, à voir ce que Paul raconte, hey, ça se joue dur. C'est des couteaux dans le dos. C'est, ouh, aïe, aïe, un grand manque, à l'intérieur même du parti, un aussi grand manque de solidarité. Ça me dresse le poil un petit peu sur les bras. Oui, c'est vrai que c'est un aspect. On a vécu toutes sortes de moments. Oui, hein? Ouais. Même en commission parlementaire, il t'est arrivé de te faire des coups difficiles par. Ben, je sais pas. Des fois, on comprend pas trop ce qui se passe, là, mais des fois, on donne pas la parole. Ou on donne juste 2 minutes à la Ou- fin. Mais, Où on il y a, te dit de il y a plein dire de que. règles à respecter. Je pense que Catherine Dorion en a parlé dans l'enceinte parlementaire. Il y a 1 million de règles à respecter. Donc, les gens utilisent les différentes règles à leur avantage. C'est très stratégique, finalement. Mhm. Et une députée qui réussit à régler des problèmes comme Alix, est-ce que ça se peut, Paul? Oui, mais je pense que moi, là, le bout que j'ai adoré, c'était justement le bout proche du monde. C'était mon comté. Puis la COVID, pour moi, ça a été l'occasion de briller d'une certaine façon, puis de faire une différence pour le monde de mon comté. Puis dans mon parti, c'était très difficile ça, les luttes internes, les bitchages, les affaires. Alors, durant la COVID, je me suis dit, je me donne à 100% à mon monde, puis ça l'a créé. Alors, de là l'intrus, puis de là, je suivais pas les règles dont tu sais, on s'attendait. Donc, des fois, je me faisais disputer par ma whip, je me faisais engueuler par ma whip, c'est arrivé. Mais, Engueuler, oui. tu sais, mais tu dis non, moi, c'est ça mon rôle, j'ai été élu pour aider le monde. Puis peut-être que les politiciens de carrière, des fois, ils l'oublient, tu sais, les années font que, mais c'est tellement important. Puis oui, tu peux régler des problèmes. C'est pas des immenses problèmes au niveau national, mais c'est des problèmes très sérieux, tu sais, au niveau de l'humain. Et dans Montréal-Nord, évidemment, il y avait un paquet de choses à Mais- faire pour faire une différence. Ce qui est réussi aussi, je trouve que c'est une question, parfois des questions très locales, comme celle de Dufresne dans la série et son dépotoir, c'est des questions comme ça qui sont propulsées sur la scène nationale grâce à un personnage. Puis c'est ça qu'Alix réussit parce que les politiciens d'expérience avant Alix réussissent pas à régler le problème, mais là, elle arrive, puis avec sa candeur, hein, c'est un peu ça, hein, Catherine, si je comprends bien le message, dans le fond, de cette série-là. Oui, exactement. Puis quand j'ai comme l'impression que son engagement, elle, ce qu'elle veut défendre, c'est Monsieur Girard. Hein? Elle répète beaucoup dans la série, c'est son Monsieur Girard. Lui, ben, ça sent les ordures chez eux quand ils ouvrent les fenêtres. Ça a pas de bon sens. Faut faire Ouais. quelque chose avec ça. Puis C'est ça. j'ai comme l'impression que en tant que député, quand tu prends un enjeu comme ça, parce que c'est sûr que là tu peux pas être de tous les fronts, être de tous les combats, là, je pense pas. Quand tu prends un truc ciblé puis que tu le martèles, que tu as ton parti autour de toi, je pense que tu peux la faire, la différence. C'est ce que j'ai eu le sentiment avec la série, ce que j'ai cru comprendre, tu sais, parce que c'est ça, quand t'es engagé envers ton monde, comme tu le disais si bien, Paul, tu sais, je pense que tu peux la faire, la différence quand tu t'engages dans une affaire. Tu sais, toi, c'était la COVID. T'as été, j'adore ça que t'aies été un petit peu subversive, là, tu sais, puis que tu suivais pas nécessairement toutes les règles, comme Alix d'ailleurs, qui est un Oui. peu punk elle-même. Mais c'est sûr que là, on est dans la fiction, puis ça faut créer du suspense, puis on boucle tous ces problèmes-là en 10 épisodes de 45 minutes. Mais j'imagine que c'est plus long, Paul, c'est plus ardu. Ouais. Mais ça démontre quand même qu'il y a un pouvoir de changement quand on va en politique. C'est ce que j'avais pas l'impression avant de jouer ce rôle-là. J'avais l'impression que, tu sais, il y a rien à faire. Puis changer une virgule, ça prend 50 ans. Puis Puis je pense Oui, qu'il faut Paul? garder le regard neuf aussi.
peut-être que les politiciens qui sont plus dans le moule, tu sais, qui ont monté les échelons du parti, qui ont eu l'ambition en fait, l'ambition du pouvoir cru, ça déconnecte du pourquoi tu es en politique. Je pense que ceux qui se lancent et qui ont pas de background du tout, là, qui tombent comme un cheveu sur la soupe, peut-être ont un regard différent et ça peut faire toutes sortes de choses, hein. Et Alex, tu vois qu'Alex, ça change tout. Dans mon comté, moi, j'avais affectionné les organismes communautaires parce que je voyais qu'ils pouvaient vraiment faire une différence. Mais j'avais vraiment poussé ça au maximum, au point où, au niveau municipal, ils voyaient pas ça de la même façon que moi. Puis moi, j'étais sur le terrain, puis je me disais, ben voyons, les organismes communautaires, il faut absolument les aider. Puis là, ben vu que t'es un poisson hors de l'eau, ben là, t'envoies des signaux dont on n'est pas habitué, puis c'est comme, ben voyons, qu'est-ce qu'elle fait, là, elle? Puis là, ça fait bouger les choses. Donc, je pense que ça a du bon, tu sais, ça a du bon d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Les lieux où ça a été tourné, Catherine, c'est où ce faux parlement-là? C'est-tu l'édifice de la cour d'appel ou parce que c'est pas ici au Parlement. Moi, je suis ici au Parlement. Là, je peux montrer ma belle vue directement sur le Parlement. Et donc, mais donc dans la série, on est dans des lieux que je reconnais pas. Ben, on a tout Pourquoi, fait d'ailleurs? pour avoir le Parlement. On aurait aimé ça aller tourner chez vous. On Ouais, aurait adoré ça, sauf qu'on n'a pas eu la permission. Ah, c'est dommage. Donc, il a fallu recréer le Parlement à l'hôtel Windsor, au centre-ville. OK. C'est là qu'on a fait pas ça. mal. Je trouve que c'est crédible, là, c'est très bien. Ah, il y a le chef décorateur, là, il y a vraiment, c'est un tour de force. Vraiment. C'est quasiment, moi, je suis jamais allée, là, mais il y a, en tout cas, il y a des belles similitudes. Mais là, faut que tu viennes, Catherine. Je vais te faire une visite. Avant de perdre nos bureaux ici à l'Assemblée nationale, il faut que je te fasse faire une visite. Je prends la route, là. Je prends la 20. Après ça, là, je m'en vais te rejoindre. J'aimerais bien ça. J'aimerais Paul vraiment aussi, ça. on se fera une autre réunion de cousins et cousines. J'adorerais ça. Oui. Hey, merci infiniment. On aurait pu faire l'enregistrement au Salon Bleu. Oui, exactement. Oui, il faudrait ça. demander la permission et c'est difficile d'obtenir des permissions d'ailleurs. Ben merci beaucoup Catherine Chabot. Merci beaucoup Paul Robitaille. C'était une belle conversation. Puis je renvoie aussi à la série qu'on peut regarder sur tout.tv et sur Radio-Canada. Donc la candidate, c'est formidable. Moi j'ai vraiment adoré. Merci à vous deux. Bravo Catherine, vraiment. Ben, bravo à toi Paul pour tout ce que tu as accompli. C'est incroyable. Bon, c'est gentil, merci. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. On a appris aujourd'hui que Frank Sylvestre, l'artiste de Montréal d'origine martiniquaise, intente une poursuite en diffamation contre certains militants qui l'avaient qualifié de raciste l'an dernier. Et ceux qui ont regardé la spéciale de fin d'année d'Infoman ont aperçu M. Sylvestre avec sa marionnette. Là, on le voit ici dans un article qui vient de paraître. Et cette marionnette, c'est une caricature de lui-même. Elle sert à M. Sylvestre à raconter une histoire, l'incroyable secret de Barbe Noire. Et donc, depuis longtemps, là, il fait ça. Pour discuter de tout ça, il y a Guillaume Rousseau, qui est avocat, qui représente M. Sylvestre. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Rappelons comme quelques faits de base d'abord. Guillaume, M. Sylvestre, comme je l'ai dit, il faisait ça depuis longtemps. Il s'est fait accuser de racisme en 2023. Puis après ça, il y a eu une mise en demeure, je pense, auprès de qui exactement? Donc, le défendeur, la personne qui est visée par la poursuite, c'est Alain Babineau, donc qui est un militant, un dirigeant même de la Coalition Rouge, la Red Coalition, donc qui est un groupe qui prétend, qui combat le racisme et qui, dans ce cas-ci, nous, évidemment, on prétend qu'il n'y a pas de racisme du côté de notre client et de son spectacle, mais donc c'est un groupe qui milite contre le racisme. Et donc c'est ça. Donc il y avait le spectacle de mon client qui faisait depuis plusieurs temps déjà. Et
à un moment donné, il y a eu une personne qui s'en est plaint en disant que c'était du blackface parce que c'est une marionnette donc noire, comme on le voyait bien là sur l'image que vous avez présentée. Mhm. Et à partir de là, bon, ça a engendré une controverse. On voit bien la marionnette de Frank sur cette photo. Et là ensuite, c'est que des gens se sont plaints et ça a amené d'une part dans une municipalité à ce que le spectacle soit sorti de la programmation du mois de l'histoire des Noirs, alors que mon client est évidemment très fier que son spectacle fasse partie du mois de l'histoire des Noirs. Donc, c'était un compromis, mais qui est évidemment insatisfaisant pour mon client. Dans un autre cas, le spectacle Donc, il a a carrément perdu été... des contrats à la suite de cette dénonciation-là de racisme, en tout cas de supposé racisme. Dans un autre cas, le contrat a carrément été, le spectacle a été annulé. Et dans un autre cas, il y a une commande aussi qui a été annulée. Donc, il y a eu une perte pour 1600 $ de la part pour mon client. Et s'ajoute à ça, évidemment, des dommages moraux, des dommages exemplaires parce que il y a eu des propos diffamatoires. C'est-à-dire que M. Babineau a fait des propos diffamatoires à la fois sur X, donc Twitter, et à la fois lors d'une conférence de presse. Donc, on a tous les propos. Donc, au niveau de la preuve, le travail est facile. Donc, il y a vraiment des propos, donc on associe carrément mon client, son spectacle à du raciste et on appelle à la censure, donc c'est explicite, il y a un appel à la censure, donc c'est à la fois une atteinte à la réputation et une atteinte à la liberté d'expression de M. Sylvestre. Mm-hmm. Donc, on affirme que M. Sylvestre, il fait du blackface. Rappelons un peu ce que c'est le blackface, c'est quand il n'y avait pas de comédien noir, on le remplaçait par un blanc qui se peinturlurait le visage. Et ça, évidemment, c'était une époque où il y avait du racisme, notamment aux États-Unis, là, sur les scènes et en France, je pense. Donc, blackface, c'est quelque chose qui est condamnable. Et comment on peut assimiler cette marionnette qui est au fond une caricature de M. Sylvestre à du blackface? Ben c'est ça. Donc nous, on pense qu'il y a un mauvais usage du concept de blackface. On pense du côté de M. Babineau, on exagère complètement la portée du blackface. On interprète mal en fait le spectacle. Que d'ailleurs, M. Babineau n'avait même pas vu au moment où il le qualifiait de blackface. Donc, ce qui explique peut-être aussi l'erreur ici, qui l'explique en partie parce que c'est aussi idéologique. C'est aussi une façon de combattre le racisme en voyant du racisme vraiment partout. Donc, c'est aussi en partie idéologique. Mais c'est en preuve, M. Babineau n'avait pas vu le spectacle au moment où il l'a associé au blackface et c'est une mauvaise interprétation du blackface. Et d'ailleurs, le procès, si on se rend procès, on espère toujours régler. On avait fait une mise en demeure dans l'espoir de régler. M. Babineau n'a pas souhaité régler. On souhaite toujours régler, mais si jamais on se rend à procès, je pense que ce sera beaucoup une question d'un débat d'experts. Donc, nous, on aura une expertise qui viendra démontrer que le blackface, c'est notamment associé à des stéréotypes. Donc, l'idée, c'était effectivement d'avoir un blanc peinturé en noir, mais de manière à présenter sous un jour défavorable les Noirs. Donc, on présentait des comportements que les Blancs associaient aux Noirs, on ridiculisait finalement la personne noire, alors ce qui est à des années-lumière du spectacle de M. Sylvestre, évidemment, où la marionnette de couleur noire est plutôt héroïque là-dedans et vient à la fin un petit peu régler le mystère et tout. Donc, on est à des années-lumière de ce que c'est que du blackface. Et je pense une sorte de sorcier, d'après ce que j'ai compris. Ouais, effectivement. Donc, on est complètement dans un imaginaire qui a rien à voir avec le blackface de cabaret de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Donc, nous, c'est ça qu'on va être à même d'amener. Donc, c'est-à-dire le fait pour le défendeur d'associer notre client son spectacle à du racisme de manière déraisonnable. Donc, c'est ça qui constitue la faute. Donc, associer quelqu'un à du racisme lorsque la personne qu'on associe à du racisme tient des propos racistes, ben ça, c'est pas une faute. Puis s'il y a des dommages pour la personne raciste, ben c'est juste correct. Mais lorsqu'on associe une personne à du racisme déraisonnablement, donc sans avoir des motifs raisonnables d'associer à la personne à du racisme, c'est là où ça devient de la diffamation, une faute civile, et la personne qui tient les propos diffamatoires doit donc être responsable de ces propos-là, du préjudice causé, d'où la poursuite en dommages, là. C'est ça, on n'est pas en droit criminel avec les propos haineux. Aucunement ici, on est en droit civil, là. Exactement. Donc, c'est une poursuite devant la Cour du Québec pour atteinte à la réputation et à la liberté d'expression. Et ça, c'est un aspect plus particulier. Sur la diffamation, il y a de la jurisprudence. Puis comme je vous dis, c'est très clairement établi que traiter quelqu'un publiquement de raciste,
sans avoir de bonnes raisons, c'est des propos diffamatoires, c'est une atteinte à la réputation. Maintenant, il y a moins de jurisprudence sur la question de l'atteinte à la liberté d'expression. Donc là, on va peut-être être un peu plus... le jugement qu'on veut aller chercher va peut-être davantage créer un précédent, même si, quand on regarde concrètement dans la jurisprudence, il y a plusieurs éléments sur lesquels on peut se raccrocher. Puis surtout les faits parlent d'eux-mêmes. C'est un appel à la censure explicite. Là. Un journaliste demande à M. Babineau, est-ce que vous appelez à la censure de la poupée? Puis il dit oui, on appelle à la censure de la poupée au Québec, partout ailleurs, et il en a résulté une censure qui est un lien direct. On a aussi une preuve comme un organisme qui avait commandé le spectacle, qui annule la commande en disant que c'est en raison de la controverse de certains groupes. Donc, le lien entre la faute et l'atteinte à la liberté d'expression artistique de M. Sylvestre, c'est très clair. Fait qu'il y a aussi une question de liberté d'expression vraiment intéressante. Il me semble qu'il y a un choc des libertés d'expression ici. La liberté, évidemment, artistique de M. Sylvestre, mais la liberté aussi de critiquer, de condamner quelque chose. Est-ce qu'on n'est pas devant deux libertés d'expression là qui s'entrechoquent? On peut le voir comme ça, mais en même temps, je vous dirais que la diffamation comme limite à la liberté d'expression, c'est très clairement établi dans la jurisprudence. Donc, autant les deux grandes limites à la liberté d'expression qui sont clairement reconnues dans toutes les démocraties puis dans notre droit québécois et canadien, c'est la question de l'incitation à la violence, l'incitation à la violence. Donc, ça, c'est une limite à la liberté d'expression. Et la diffamation. Donc, à ce moment-là, nous, on n'est pas... si jamais M. Babineau est condamné, ce sera pas un précédent qui vient faire reculer la liberté d'expression, parce que c'est déjà bien établi en jurisprudence que la diffamation, c'est une limite en démocratie, parce qu'en démocratie, chacun a un droit arrête l'autre. Donc ici, c'est à mon avis... Ça peut être perçu à certains égards comme liberté d'expression contre liberté d'expression, mais c'est surtout une question de protéger la réputation. Donc, une liberté d'expression utilisée abusivement, de manière à porter au droit fondamental d'autrui à la sauvegarde de sa réputation et en plus à sa liberté d'expression dans ce cas-ci, en appelant à la censure. C'est vraiment pour nous ça qui est le cœur du débat. Puis je vous dirais que l'argument de la liberté d'expression pour M. Babineau, dans la mesure où sa liberté d'expression consiste à prôner la censure et à prôner la limitation de la liberté d'expression d'autrui, bon, c'est quand même particulier comme usage de la liberté d'expression. Ouais, mais la liberté d'expression a suscité récemment aussi des lois contre les poursuites bâillons. Est-ce que et c'est un juriste qui me disait ça tout à l'heure, peut-être que justement la défense, ça va être de dire ce que M. Sylvestre essaie de faire, c'est de bâillonner. On le sait, les poursuites bâillons, quand une compagnie dit lance une poursuite pour faire taire des militants, est-ce que ça, c'est pas une possibilité d'argumentation du côté de la partie adverse? Honnêtement, je pense pas. Évidemment, je peux pas présumer des arguments de la défense et des véhicules procéduraux qui pourront utiliser là, pour la défense de M. Babineau, mais ce serait très surprenant parce que faut comprendre que la loi anti-bâillon, c'est une loi en matière de procédure civile. Donc, c'est une façon de faire rejeter une requête introductive d'instance de manière hâtive. Donc, même pas se rendre à procès, dire tout de suite en partant, le seul but est de limiter la liberté d'expression ou c'est complètement non fondé en droit, on arrête ça à un stade hâtif. C'est très rare que les juges vont s'en aller dans cette direction-là. Parfois, les juges vont à la limite adopter un certain nombre de mesures, pour mieux encadrer la poursuite, là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus. Mais dans ce cas-ci, il y a pas d'abus pour plusieurs raisons. D'abord, on n'a pas une grande compagnie. Vous le disiez à l'instant, souvent les poursuites bâillons, c'est une grande compagnie qui est accusée de polluer. Et là, elle poursuit le petit groupe écolo. Goliath contre David, là. Exactement. Alors là, je vous dirais que dans ce cas-ci, Frank Sylvestre est aussi un David. Donc ici, un petit. Il y a l'appui d'un organisme, Droit collectif Québec, qui contribue aux frais, parce que surtout s'il y a l'expertise, les huissiers et tout, moi-même j'ai un peu de frais professionnels et tout, donc il y a l'aide d'un organisme à but non lucratif, mais on est loin d'une multinationale là, qui aurait un budget illimité pour les expertises, les avocats, etc. Donc, et c'est une personne qui a des revenus comme artiste multidisciplinaire, mais qui est pas un millionnaire, face à Monsieur Babineau, qui est un retraité de la GRC, je pense, qui est dans la Red Coalition, donc je pense qu'il a les moyens de se défendre. Et d'autre part, il faut comprendre que nous, ce qu'on réclame à la conclusion donc de la demande introductive d'instance, c'est 26 600 $. Donc 1600 $ parce qu'il y a un spectacle qui valait 1600 $ de cachet qui est annulé. C'est pas énorme. Mémoire, là, c'est 15 000.
15 C'est 000 de pas dommages ultra moraux. punitif, je trouve, Guillaume Rousseau. Non, c'est ça. 15 000 de dommages moraux, 10 000 de dommages exemplaires. Donc vraiment, par rapport à la jurisprudence, on est très modéré dans nos demandes de dommages. Même que si ça dure beaucoup, là, les frais d'expertise, d'avocat, de huissier et tout pourraient quasiment dépasser ce que M. Sylvestre pourrait revenir. Donc M. Sylvestre, je vous assure, fait pas ça pour l'argent. Il le fait pour rétablir sa réputation, celle de son spectacle, de son art, pour défendre sa réputation et la liberté d'expression, mais vraiment le fait que ce soit une modique somme, là, 26 600 $ par rapport à d'autres poursuites en diffamation, vraiment, si on avait voulu faire une poursuite Bayon, on serait allé pour plusieurs centaines de milliers de dollars pour faire peur à M. Babineau. On n'est pas du tout dans cette optique-là, puis même qu'on souhaite régler. Donc, on n'est pas du tout dans une optique là, de faire peur à M. Babineau, de l'intimider judiciairement. On est au contraire dans une optique, après la mise en demeure, on a souhaité qu'il y ait une discussion, qu'il y ait un règlement à l'amiable, on le souhaite toujours. Donc, on est vraiment très loin des critères de la jurisprudence là, pour une poursuite Bayon. Je suis content que vous soyez avec moi aujourd'hui parce que j'ai un autre sujet à aborder, Guillaume Rousseau. Il y a la loi 21. On sait que la loi sur la laïcité québécoise est donc contestée devant les tribunaux. Il y a eu une première instance, là, la Cour supérieure qui s'est penchée là-dessus. Là, on est rendu à la Cour d'appel. C'est cette année qu'on va avoir le jugement. On devait l'avoir, je pense, en 2023, mais et vous avez été avocat du mouvement laïque québécois. À quoi vous attendez et qu'est-ce que vous entendez aussi quant au dépôt de ce jugement-là? Ben en fait, on n'entend rien. Honnêtement, le secret du délibéré, à ma connaissance, est parfaitement respecté. Donc, j'ai entendu aucune rumeur, quoi que ce soit. Il peut y avoir des gens qui spéculent sur les raisons du long délai, là, mais vraiment, à ma connaissance, le secret du délibéré est complètement respecté et c'est tant mieux. Mm-hmm. Sinon, comme je vous dis, on ne peut que spéculer. Donc, et je suis d'accord avec vous que c'est quand même un peu long. En même temps, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de questions, là. Il y a la question de la clause dérogatoire, la liberté de religion, le partage des compétences, les principes non écrits. Donc, c'est qu'en fait, à mon avis, c'est que les gens qui contestent la loi 21 ont pas de bons arguments, ont pas comme un ou deux très bons arguments. Donc, ils plaident des dizaines d'arguments qui, à mon sens, sont mauvais. Certains les qualifieront de moyens, peut-être, mais c'est ce qui explique, c'est qu'ils ont tellement plaidé de choses que là, les juges, probablement, se sentent obligés de répondre à tout ça. Et donc, c'est possiblement ce qui fait que c'est très long. L'autre raison, c'est qu'il y a 3 juges. Donc, on n'est pas comme en cour supérieure où à peu près, 4 ou 5 mois, le juge Blanchard avait pu rendre sa décision. Il était le seul à écrire. Donc, même si c'était une longue décision avec plusieurs questions, c'était possible pour lui de régler ça. Là, on a 3 juges. Donc, ce qu'on peut, encore dit, c'est des spéculations. Est-ce qu'on peut penser que peut-être que les juges sont pas d'accord sur tout, puis qu'à ce moment-là, ils discutent entre eux, puis qu'il y aura peut-être une opinion dissidente. Bon, voilà, comme je vous dis, c'est de la spéculation, mais c'est quelque chose qui est probable. De toute façon, on s'attendait à il y a des questions tellement complexes, puis à l'entendre les interventions des juges au procès, on pouvait penser qu'il n'y avait pas toujours exactement le même angle, la même sensibilité ou la même analyse. Donc, des avis dissidents ou minoritaires, concordants ou dissidents sont possibles. Donc, à ce moment-là, ça se peut que dans le même jugement, il y ait non pas une, mais 2, voire 3 avis sur une même question. Et là, on a des dizaines de questions. Donc, je pense que c'est ce qui explique le long délai là, avant d'avoir ce jugement. Et c'est une étape probablement transitoire pour aller en Cour suprême. Tout le monde le dit, là. Oui, sans doute, parce que au moment du premier jugement, donc, qui était globalement très favorable à la loi 21, sauf sur 2 points, donc qui confirmait la validité de la loi sur la laïcité, mais souhaitait la rendre, disait qu'elle devait être rendue non applicable aux commissions scolaires anglophones, d'une part, et d'autre part, il y avait la question de l'interdiction du port de signes religieux par la présidence, vice-présidence de l'Assemblée nationale et l'interdiction du visage couvert par les députés de l'Assemblée nationale. Donc, ça, on jugeait que ça portait atteinte au droit d'éligibilité, donc au droit de se présenter aux élections. Mais tout le reste des arguments étaient rejetés, puis pour tout le reste, la loi sur la laïcité était validée. Donc, ce que ça a eu pour effet, c'est que ceux qui contestent la loi ont dit, tout le jugement, sauf ces deux aspects-là, on le porte en appel parce que nous, on pense que c'est toute la loi qui est inconstitutionnelle. Ceux qui défendent la loi, dont mon client, le mouvement laïque, disent au contraire, le jugement, sur le fond, les conclusions sont valides, sauf sur ces 2 points-là. Donc, on en appelle de ces 2 points-là. Donc, vous comprenez qu'en cour d'appel, peu importe ce que la cour d'appel va dire, puis ça se pourrait que ce soit comme la cour supérieure, avec une partie du jugement en faveur de la loi, avec un ou deux aspects moins en faveur. Dans tous les cas, tout ça sera porté en appel fort probablement. En Cour suprême, donc.
Ça va sûrement être un haut fait de 2024 en matière juridico-politique, parce que ça va avoir des effets politiques sûrement comme jugement. Alors, merci beaucoup, Guillaume Rousseau. Vous reviendrez nous en parler à ce moment-là. Certainement. À la On hausse s'en sur la reparle, colline. puis on l'attend d'un jour à l'autre depuis des mois, vous allez me dire, mais Ouais. on l'attend quand même d'un jour à l'autre, donc on se reparle, je l'espère, bientôt. Je rappelle que Guillaume Rousseau est avocat et aussi professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Là-haut sur la colline. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. L'heure de la chronique consti, comme toujours, à la hausse sur la colline. Mais là, on va rejoindre Patrick Taillon, qui est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, qui est dans une faculté de droit, d'ailleurs, je pense, à Gatineau. Hein. Oui, exceptionnellement, accessoirement, aujourd'hui, à l'Université du Québec, à Gatineau, ou en Outaouais. Parlons des négociations dans le secteur public. C'est pratiquement terminé. Patrick, il reste les votes, là, quand même. On pourrait peut-être retourner, ou théoriquement retourner en grève pour certains syndicats qui pourraient refuser les hypothèses d'entente de principe. Il faut pas sous-estimer la démocratie interne parmi les syndicats et les policiers, je crois, de la Sûreté du Québec. Exactement. Nous en ont donné l'exemple récemment. Mais en tout cas, on peut dire que c'est plus avancé qu'au mois de décembre. Et mais quand même, ça a créé plusieurs problèmes, ces grèves-là. Et plusieurs se demandent s'il faudrait pas revoir en entier le régime de négociation dans le secteur public et dans le secteur parapublic. Oui, parmi les leçons à tirer du mélodrame de décembre, il y a ce sentiment là qu'on a beaucoup sacrifié, particulièrement les salariés là, notamment du syndicat FAE, sans fonds de grève pendant 5 semaines, aussi des élèves ou des usagers des services publics qui n'ont pas eu les services pourtant essentiels, parce que fondamentaux auxquels ils ont droit. Et là, on a un peu le sentiment que c'est un gros cirque, un long processus pour finalement arriver à des compromis fort louables, souhaitables, mais est-ce qu'on pourrait revoir le processus pour que cette phase des compromis arrive un peu plus vite? Le processus est tellement complexe que j'ai écouté, comme plusieurs auditeurs, avec bonheur ta chronique, ton entrevue sur parlez-vous le négociation, parlez-vous le négo. Parlez-vous le négo, c'est une langue en soi, là. Puis quand on a étudié les mots, on a oublié piste d'atterrissage. Oui. Et là, on a atterri un piste peu. d'atterrissage, table, c'est des mots qui montrent que le processus connaît plusieurs étapes. Et devant le coût social, économique de la présente grève, le coût pour les salariés, pour l'État, pour les contribuables, il y a une réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait changer dans les règles du jeu du processus. C'est pas nouveau, puis généralement au bout de quelques semaines on met ça de côté. Oui. Mais prenons ce débat-là au sérieux. Essayons de voir qu'est-ce qu'on pourrait changer en ayant pour point de départ un truc qu'on a déjà dit à ce micro, Antoine, c'est que les règles du jeu et les rapports de force en matière de négociation dans le secteur public, ils ont profondément changé. On l'avait dit au début du conflit, ça va être long parce qu'il n'y aura vraisemblablement pas de loi spéciale. C'est ça. La jurisprudence récente de la Cour suprême interdit grosso modo les lois spéciales contraires à la liberté d'association qui comprend la liberté de négocier, qui comprend le droit de faire la grève pour provoquer des négos. Et donc, certes, les droits sont pas absolus, on peut justifier. Les droits sont pas absolus, on peut y déroger. Mais le gouvernement du Québec a pas essayé de se justifier et de faire une loi spéciale, puis a pas essayé de faire une loi spéciale avec une dérogation. Puis on peut penser que pour un temps, ça va être encore comme ça, parce qu'en ce moment, c'est difficile de lire dans cette jurisprudence l'espace là de marge de manœuvre pour le législateur. Et donc, si on peut plus légiférer pour imposer les conditions de travail, ce qui est peut-être une bonne chose si ça permet à la négociation de suivre son cours, est-ce qu'il n'y a pas des petits ajustements à faire dans ce nouveau contexte où les grèves seront par définition plus longues? Alors là, il y a des vieilles idées puis des nouvelles, mais il n'y en a pas des tonnes. On peut les résumer assez vite. Il y a 3 ou 4 idées importantes. La première, ce n'est pas une idée nouvelle, elle revient souvent. Elle a ses vertus, puis elle a aussi son aspect toxique. C'est de revoir la démocratie interne des syndicats.
Monsieur Stephen Harper s'était essayé de jouer dans ce film-là. Okay. Et donc, c'est de dire le droit de grève est constitutionnel, il est protégé, il est sacré par la jurisprudence, mais attention, les conditions dans lesquelles on l'exerce, c'est pas n'importe comment. Il y a déjà des règles, c'est pas n'importe quoi, mais il y a des règles imposées par les lois sur le travail, mais après ça, il y a une marge de manœuvre pour les syndicats pour se définir comme ils veulent. Alors, quand on voit, reportage de cette semaine, que la grève à la FAE a parfois été votée avec de très, très fortes majorités, mais des taux de participation qui jouaient entre 6 et 40%, 6% pour voter une grève générale illimitée, c'est pas beaucoup. On a éliminé les élections scolaires au Québec en disant que les taux de participation étaient trop bas, puis c'était entre 4 et 6%. Moi, comme professeur d'université, je suis fier de faire partie d'un syndicat qui a des règles internes sur comment déclencher une grève, qui, en dessous de certains seuils, impose un référendum. Et si on a une forte présence lors de l'Assemblée, on n'est pas obligé d'aller en référendum. Ah, c'est intéressant, ça. Le problème de ces règles-là, c'est qu'elles sont souhaitables parce qu'elles appellent à une plus grande démocratie. Puis aussi, il y a des règles sur la transparence là-dedans. C'est pas normal que ces règles sur le quorum et sur les majorités et les taux de participation soient secrètes. Ça devrait être public. Oui. Mais en même temps, l'ingérence de l'État là-dedans peut être perçue comme quelque chose d'un peu anti-syndical. Et donc, autant c'est souhaitable d'avoir des règles plus transparentes et plus démocratiques, autant on peut s'attendre à ce que les syndicats réagissent très mal. Dans un monde idéal, c'est les syndicats eux-mêmes qui s'autodisciplineraient. Mais s'ils ne le font pas, il ne faudrait pas se surprendre qu'un jour le législateur le fasse. Et c'est un des premiers aspects de réforme possible. Le deuxième, Antoine, celui-là, on en a parlé. J'ai le souvenir d'une chronique dans le journal de Mario Dumont, mais c'est pas le seul. Redéfinir la notion de service essentiel. Oui, pour y ajouter l'éducation notamment. Oui. C'est pas évident, mais traditionnellement, les services essentiels, ça se justifie par les notions de santé et de sécurité. Ouais. Et donc, a priori, l'éducation échappe un peu à ce domaine-là. Mais là, c'est un peu l'ironie des circonstances qui sont les nôtres. On a un peu un débat à front renversé. Normalement, c'est les plus progressistes qui vont utiliser des notions comme santé et sécurité de manière très élastique pour donner des protections plus grandes. Oui. Et là, on voit plutôt des points de vue plus proches des intérêts patronaux, dire, ben non, il faut faire le même exercice dans ce cas-ci pour justifier des exceptions, justifier des services essentiels au nom d'une conception plus élastique de la santé et de la sécurité. A priori, dans le contexte où les grèves dans le secteur public ont vocation à devenir longues, au bout de quelques semaines, c'est pas fou de dire que pour certains élèves en difficulté, comme pour des maladies très graves dans les hôpitaux, une absence de services essentiels, pas nécessairement l'école régulière, mais un niveau de service égal à 0, pour certains élèves en difficulté, ça peut compromettre à long terme une certaine sécurité psychologique, une certaine capacité de s'épanouir à l'école. Mais il faut prendre la notion puis jouer un peu à l'élastique avec. Et on sait que la jurisprudence est capable de donner beaucoup d'élasticité à ces les tribunaux sont bons pour étirer, oui. Mais est-ce qu'ils voudront le faire? C'est ça la grande question. Je pense qu'il y a le potentiel pour le faire avec le nouveau rapport de force, mais en même temps, on n'est pas dans ce moment-là. Regardez cet été, on a eu à Québec, avec un conflit de travail dans le réseau de transport public, des décisions rendues sur les services essentiels qui étaient au contraire dans une logique d'interprétation très minimaliste. C'est ça, de l'obligation les de services tribunaux essentiels. administratifs ont tendance actuellement à restreindre les services essentiels et à exclure certaines choses qui étaient évidemment services essentiels avant, notamment le transport en commun. Et ils l'ont fait dans cette logique de continuité avec la jurisprudence plus généreuse sur les libertés syndicales, le droit de grève. Ils se sont appuyés là-dessus. Donc, on voit que si pendant des années, les libertés syndicales ont été plutôt restrictives sur le plan des chartes, puis ça donnait beaucoup de marge de manœuvre aux législateurs puis au gouvernement, là, on est peut-être dans le moment inverse. Et donc, même s'il y a une porte pour redéfinir la notion de service essentiel, c'est pas certain que la jurisprudence va emboîter le pas. Troisième série de réformes possibles. C'est ça. L'arbitrage, peut-être?
Plusieurs en ont parlé, mais ça fait longtemps. Moi, je me souviens, et j'ai revu là, notamment un éditorial du Devoir de 1989 où on discutait là, de l'intervention de Robert Bourassa pendant la campagne électorale, qui s'était posé la question, mais qui mène au Québec, les syndicats ou le gouvernement? Et vous devez voter là-dessus, avait dit Robert Bourassa. Et à la suite de tout ça, de ce débat-là, ben, les gens se posaient la question, est-ce qu'il faudrait avoir l'arbitrage? Jacques Parizeau, chef du PQ à l'époque, avait dit c'est une roulette russe, l'arbitrage. Donc, c'est un refus de la négociation, l'arbitrage, d'une certaine façon. Ben, l'arbitrage, il y a deux façons de le voir. D'abord, est-ce que c'est politiquement opportun? Puis là, les remarques de M. Parizeau sont intéressantes. L'arbitrage, c'est on renonce à la négociation, et donc c'est une perte de contrôle et du syndicat et du gouvernement pour s'en remettre à un tiers. Et donc, oui, il y a une forme d'abdication du politique, de la solution négociée. Et donc, sur le plan de l'opportunité, il y a un risque, il y a un coût, puis il faut savoir si c'est ce que les partis veulent comme solution. Mais sous l'angle, non pas de l'opportunité politique, mais sous l'angle du droit. Mais quand on regarde, là, on a des gouvernements et des législateurs qui ont les mains attachées par la nouvelle jurisprudence. Mais cette nouvelle jurisprudence, un des rares échappatoires qu'elle valorise, c'est l'arbitrage. C'est une jurisprudence qui adore le cas par cas, qui a confiance dans le judiciaire, qui a confiance dans l'arbitrage pondéré, proportionné, neutre. Et donc, c'est une jurisprudence qui, par exemple, dans les dossiers qui concernaient des syndicats de policiers, ont souvent dit, ben écoutez, c'est soit la grève et la liberté de négociation, et si vous voulez sortir de ça, ben d'abord, l'autre solution, c'est l'arbitrage, c'est de confier à un tiers. Et dans certains dossiers, je pense à celui de la grève des juristes de l'État, on a dit votre loi spéciale, elle est finement rédigée à certains égards, mais un de ses problèmes, c'est que au bout d'un certain temps, vous continuez à imposer les négociations. Si vous aviez plutôt ouvert la porte à ce qu'un arbitre intervienne en fin de parcours, votre loi spéciale aurait probablement passé le test. Donc, l'arbitrage sur le plan juridique, c'est une solution viable. Sur le plan politique, c'est un choix qu'il faut pondérer, mais ça fait partie des rares solutions. Dernière solution, je sais pas si dernier chantier, si je peux dire, je sais pas si le temps le permet. Alors ça, c'est plus une idée personnelle. Je sais même pas si c'est une conviction personnelle, parce que je te la lance amicalement. Quelque chose que tu veux explorer, là. Oui, pour provoquer un peu une réflexion. Mais une chose qui est certaine, c'est que normalement, dans le monde d'hier, le représentant de l'intérêt public dans les négociations aurait dû être le gouvernement. C'est le gouvernement qui est le gardien de l'intérêt public, qui est le gardien de l'intérêt du contribuable puis des citoyens. Mais dans la vraie vie, dans des démocraties un peu désenchantées, les citoyens cyniques d'aujourd'hui, lui, il est un peu écartelé. Il regarde, tout le monde négocie pour son bien. C'est lui qui paye à la fin, mais personne vraiment, lui, il est pas autour de la table. On parle de la qualité de service, on parle du financement de tout ça, on parle de l'intérêt du contribuable, mais le contribuable se sent pas vraiment représenté par le gouvernement. Il sait pas pour qui prendre. Quelle est cette solution mystérieuse, Patrick? Ben, pour essayer d'impliquer un tiers, j'avance l'idée de considérant qu'on met à peu près 62% du budget québécois dans des salaires qui sont négociés, est-ce que ça serait pas excessif d'avoir une nouvelle personne désignée? On a au sein de l'État des organes qui sont là pour examiner, vérifier, contrôler. Directeur général des élections, vérificateur général, commissaire à l'éthique, commissaire au lobbyisme, il y en a plein là. Donc, est-ce qu'on devrait avoir un protecteur de la négociation puis un vérificateur de la négociation qui serait pas comme un médiateur ou un conciliateur, parce que le médiateur, lui, il est là au service du règlement, au service des parties. Mon protecteur ou mon vérificateur de la négo, lui, il serait là un peu comme un vérificateur du budget à Ottawa ou comme un vérificateur général pour donner des chiffres, pour assurer un certain nombre de faits, pour témoigner auprès du public de ce qui se passe. Et s'il y a des délais, quels sont ces délais? À qui on les doit? C'est formidable. Donc, c'est une idée très transgressive, Antoine, parce qu'une des grandes faiblesses de cette idée-là, son aspect un peu révolutionnaire, c'est qu'elle rompt avec la culture du secret des négociations. Ah oui. Là, si on a comme citoyen un vérificateur qui nous dit ce qui se passe aux tables, qui nous fait rapport, ben ça veut dire que c'est plus confidentiel, les négos, et ça, c'est le grand tabou qu'on voudra probablement pas briser.
Mais quand on regarde l'ampleur des budgets impliqués, le coût que ça impliquerait, peut-être que ça ferait plus de bien que de mal. Ça serait peut-être pas très cher pour ce que ça pourrait rapporter. L'idée est lancée, Patrick Taillon, puis c'est bien intéressant. On va se pencher là-dessus. Je rappelle que tu es notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Alors, à la semaine prochaine. Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.